30 ans. J'ai plongé dans cette fameuse décennie avec une grande partie de mon entourage et des tonnes de questions existentielles. Et il m'a fallu une cohabitation avec des gens bien plus jeunes que moi pour que surgisse cette interrogation. C'est quoi avoir 30 ans en 2022 ? Entre remise en question, attente, perte de repères et meilleure connaissance de soi, je suis donc allée à la rencontre des gens de mon âge pour un bilan générationnel. À nos 30 ans. 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 Alors, on est dans un nouvel épisode de À nos 30 ans et aujourd'hui, je suis avec Alex, que j'ai rencontré en seconde à La Roche-sur-Yon, au lycée Pierre Mendès France. Donc, ça commence à faire quelques années que je ne vais pas évoquer ici. Salut Alex. Salut. Je vais te laisser pour les gens te présenter, nous raconter un peu ta vie et puis voilà, c'est toi qui gères à partir de maintenant. Ça marche. Alors, je m'appelle Alexandra, j'ai 33 ans. Je suis née dans le Pas-de-Calais, mais j'ai fait une grande partie de ma vie sur l'île de Ré et en Vendée, où j'ai rencontré donc Lisa au lycée. Puis j'ai fait une partie de mes études à Nantes, donc j'ai fait LLCE espagnol, puis une licence de lettres, que j'ai ensuite continuée sur le campus de Grenoble, où là j'ai fait un master enseignement, littérature, et j'ai obtenu mon CAPES en 2014. Donc je suis maintenant professeure de français au collège. Je suis en couple depuis 7 ans. J'ai 3 garçons. Ce qui est assez impressionnant. Donc Isaac qui va avoir 9 ans, Joseph qui a bientôt 4 ans et Ariel qui va avoir 2 ans. Et voilà, j'habite à côté de Lyon. Et tu habites à côté de Lyon, donc tu viens d'acheter une super petite maison. Oui, tout à fait. Donc tu en es arrivée jusqu'à l'enseignement, c'est quoi le bilan là ? En tant qu'enseignante actuellement sur ce climat social très agréable? Eh ben, je suis une prof heureuse. C'est parfois rare de l'entendre finalement, mais oui, je suis une professeure épanouie, très heureuse. Je me sens impliquée dans mon travail. J'aime énormément mes élèves, la littérature, et je donne beaucoup de sens à ce que je fais. Mais après, effectivement, pour être heureux, il faut vivre caché. C'est-à-dire que si j'écoute ce qui se passe à l'extérieur, les idées qu'on se fait sur les enseignants, les critiques virulentes, ça peut être très difficile à vivre. Donc, je suis très militante, je manifeste beaucoup, je suis la première à faire des heures de vie syndicale au collège. Je veux améliorer des heures de vie syndicale? On a le droit dans l'éducation nationale à 1 heure par mois sur le temps de travail de faire 1 heure de vie syndicale. Donc les collègues qui veulent s'y joindre peuvent. C'est 1 heure où on parle des réformes, des choses à venir. On peut avoir ou pas des représentants de certains syndicats. Moi, je suis syndiquée, mais je ne suis pas représentante. Ok. Voilà. Et donc, je milite pour une réhabilitation du métier de professeur, pour sa valorisation dans la société. Comme je dis toujours, qui s'occupe des ados à part nous ? Ouais. Personne. Non. Donc, il faudrait qu'on soit un petit peu plus reconnus. Considéré, ouais. Est-ce que tu parlais là Tu parlais du fonds social, des établissements qui est coupé en deux, des difficultés avec certains établissements, il y a des élèves en grande difficulté. Oui, en somme, quand on fait grève, c'est rarement pour nous. C'est surtout pour nos élèves et pour leur avenir. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a de moins en moins d'argent pour eux. Moins en moins ça passe par moins de matériel, moins de place dans les classes. Oui, tout à l'heure tu disais j'arrive pas à passer entre les tables. Voilà, c'est moins de budget pour les projets, pour les voyages, pour les sorties, pour aider les élèves les plus précaires à acheter leur matériel. Très concrètement, par exemple, il y a des élèves qui sont vraiment très pauvres, qui ont des situations familiales complexes et qui, par exemple, ne vont pas pouvoir acheter le maillot de bain pour aller à la piscine ou les affaires de sport ou
la peinture pour l'art plastique, etc. Et ça, depuis... Puis ça crée un fossé énorme aussi entre les élèves. Oui, et puis il y a beaucoup de... il y a beaucoup de moqueries par rapport à ça entre les élèves, sur... les élèves qui, par exemple, s'habillent avec ou sans marque, par exemple, il y a une grande... Mais est-ce que toi, du coup, par exemple, par rapport à cette thématique, la thématique de l'uniforme, c'est quelque chose que tu valides ou pas du tout ? Moi, non. Pas tellement. Après, c'est pas quelque chose sur lequel je me suis penchée. Ouais. Mais moi, je suis partisane faut cultiver sa différence en vivant ensemble. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, ça me dérangerait pas que les élèves aient des signes religieux en classe. D'accord, ok. Même au sein même de la laïcité, le grand principe qui est plus ou moins respecté. Beaucoup vont être en désaccord avec moi, mais pour moi, la laïcité, c'est simplement respecter les croyances de chacun. Voilà. Sans l'imposer aux autres, mais alors... puis là, en France, c'est très axé sur les musulmans. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de grande persécution vers les catholiques. Exactement, donc c'est vraiment, pour moi, c'est une sorte de racisme clairement. Un peu caché, quoi. Est-ce que le voile, par exemple, que des jeunes filles portent le voile dans l'établissement, poserait tant de problèmes que ça aux élèves ? Je suis pas sûre. Non. Ils en voient dehors. Surtout qu'en plus, elles le mettent dehors. Donc... Non, après, voilà, c'est des questions un peu complexes sur lesquelles je ne m'aventure pas forcément, mais... Donc l'uniforme ne réglerait pas le problème. Enlever la disparité sociale, ça ne changerait rien. Ce qu'il faut apprendre, c'est la tolérance. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, un élève qui ne va pas porter de marque sur lui, les autres, ils n'ont simplement pas à se moquer ou à faire quoi que ce soit. Carrément, Moi, je préfère partir ça ferait des adultes plus éveillés. Et je préfère faire des séances d'éveil à la critique, d'éveil à la réflexion plutôt que de... Mais après, je peux comprendre l'intérêt aussi de l'uniforme. Voilà. Oui, mais après, ça ne réglerait pas le problème au-delà des non, parce que dans la société, ça se verra quand on marche dans la rue, alors même si on a une tendance à l'uniformisation extrême à cause de l'industrie de la mode, etc., mais en fait... Oui, mais on sait quand même plus ou moins qui a les moyens. Et puis ça permet aussi de créer un petit peu sa personnalité, de tester des choses. On ne s'habille pas, nous deux, on ne s'habille pas, pas du tout pareil. Maintenant de la même manière qu'on était au lycée, au collège. On a appris à savoir qui on était. Et puis on a été adolescents dans les années 2000, donc c'est pas que C'était magnifique. J'ai pas envie d'en parler. Lisa ne diffusera pas d'image, j'espère. Mais voilà. Donc je suis une prof heureuse avec je n'ai aucun déni de ce qui se passe de mauvais dans l'éducation nationale. Je ne valorise pas l'éducation nationale, mais je valorise l'enseignement public. C'est pas la même chose. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et du coup, je sais pas si tu as envie d'en parler, mais tu écris un livre en ce moment. Oui. Qui rassemble pas mal de trucs. Alors, par contre, ça ne parle pas du tout de mon métier de... D'accord, d'accord. C'est sur l'avant. Alors, c'est une autobiographie qui parle... le fil, c'est la relation mère-fille. Donc, moi, je suis la deuxième. J'ai une grande sœur et une petite sœur. Donc, ma grande sœur a 5 ans de plus que moi et ma petite sœur 7 ans de moins. Et nous avons vécu avec des parents... toxiques, violents, physiquement, verbalement, psychologiquement. Et donc on a vécu cette relation très forte à notre mère, très violente et aussi parfois aimante. Et donc je retrace le parcours de la narratrice, donc à travers sa relation à sa mère et comment elle va se construire par rapport à cette dépendance du regard maternel sur l'enfant. Et je vais jusqu'à mes 23 ans, âge où j'ai eu mon premier enfant, donc Isaac, et où donc, je suis devenue mère et à mon tour. Et le fait d'être mère, ça m'a évidemment confrontée à mon enfance, à ma relation à ma propre mère. Et je me suis construite donc en opposition totale ça, c'est incroyable, à la figure maternelle. Que tu n'aies pas reproduit quelque chose que on reproduit forcément des choses. Il y a des bonnes choses aussi. Je ne suis pas dans la caricature. Ma mère elle nous a aussi apporté beaucoup de choses positives. Il ne faut pas dresser un portrait non plus. Oui, puis c'est pas si binaire, bon, c'est ça, méchant. tout à fait.
Mais j'essaye tous les jours de me construire en opposition. Malheureusement, j'ai toujours cette... comment dire ? Ma mère a toujours dit que je lui ressemblais, que j'étais son reflet, que j'étais sa fille préférée puisque j'étais comme elle. Et donc j'ai beaucoup de mal parfois à me dissocier d'elle. Et parfois j'ai certains de ses travers et que je lutte ardemment contre. Et tu dois avoir forcément certaines de ses qualités aussi, si tu en vois en tout cas. Non, j'ai du mal. Ouais, mais bon, ça c'est propre à chacun. Bah oui, bien sûr. Mais donc voilà, c'est un récit où j'écris aussi, il y a des passages de poésie. J'écris pas mal de poésie. Que tu crées toi-même ? Oui. Ok. Et voilà, moi je suis passionnée par tous les récits de transfuges de classe. Donc forcément, c'est très cliché de dire ça maintenant, mais je suis absolument fan d'Annie Ernaux. Et mon écriture peut avoir des liens un petit peu avec ce type de récit. On parlait hier d'Édouard Louis. Voilà, c'est des choses qui sont dans cette même veine, on va dire. C'est incroyable. Et tu as mis du temps à trouver le ton sur lequel tu voulais écrire, de trouver ton style, quoi. C'est un peu vague comme terme. Non, parce qu'en fait... C'était une grande lectrice, il faut le dire. Tu es une très très grande lectrice. Oui, je lis beaucoup. Bah, je pense que tous les gens qui te suivent sur Instagram sont au courant. Tu dis, mais à quel moment elle a eu le temps de bouffer un bouquin, quoi. Oui, vraiment, c'est ma passion. Hein. C'est... La littérature et l'école, c'est vraiment ce qui m'a sauvée de ma famille et de mon... De ton statut social. Ouais, de mon statut social. Et donc, je lis beaucoup et ça m'a inspirée. Mais après, j'ai toujours eu ma patte, on va dire. Okay. Et moi, quand je fais quelque chose, il faut que je le termine. Okay. Donc, je ne vais pas laisser ça traîner. Je suis quelqu'un d'assez efficace quand je me lance. Okay. Et je n'aime pas que ça traîne. Donc, c'est une excellente il va T'as une rigueur de travail, ouais, Alors non, parce que quand tu as des enfants, une maison en travaux, les aléas de la vie, quoi, tu peux pas te dire tous les jours à telle heure, je vais me mettre sur mon ordinateur. Non, ce n'est pas possible. Mais il n'y a pas... je laisse jamais passer 3 jours sans avoir écrit, en tout cas. Ouais, t'as l'air assez organisée quand t'en parles, avec les enfants, les machins. Je ne sais plus de quoi tu parlais, que t'écrivais, je sais pas où. Je me suis dit, à quel moment elle trouve le temps ? Parce que moi, je suis une glandeuse finie, c'est terrible. Vraiment, je peux rester 4 heures sur un canapé sans aucun problème. Plus on a le temps, moins on s'organise. Exactement. C'est pour ça que je suis très partisane de la dernière minute où je me dis, ah putain, j'ai tellement plus le temps. Et c'est là que ça sort. Mais en fait, quand tu as des enfants... après, il y a beaucoup de gens aussi qui sont organisés sans avoir des enfants, évidemment. Mais c'est vrai qu'en fait, tu n'as pas le choix, en fait. Parce que si tu ne t'organises pas, la vie ne se fait pas. Ouais. Et il faut quand même que tes enfants, ils mangent à un moment donné, qu'ils sortent. Ah oui, c'est vrai qu'ils font pas ça tout seuls, c'est vrai. Qu'ils se lavent, qu'ils fassent leurs devoirs, que tu aies un petit peu de temps avec eux pour jouer. Et que, voilà. Que tu aies du temps pour ton couple aussi. Donc, c'est pas facile, hein, de toute façon. Ouais. Mais non, j'écris et c'est vital pour moi d'avoir du temps pour moi. Je suis toujours une mère à 100% avec ses enfants, on va dire de 0 à 6 mois, où là je ne fais que ça. Je pouponne à fond, etc. Et au fur et à mesure, je recommence un peu à me redonner un peu de place. Mais voilà. C'est hyper important. Puis tu disais, tu n'as pas assez étalé dessus, mais que tu as fait une dépression, un burn-out qui t'a permis de te recentrer un peu. Et le jour, tu disais que tu t'étais jamais posé la question avant d'en arriver là en termes d'épuisement. Oui. En fait, l'année dernière, j'ai repris le travail. Donc, je venais d'avoir Ariel. Il avait 4 mois. J'ai repris le travail donc à temps complet avec heures supplémentaires. Et c'était mon année d'inspection. Donc, c'était une année très importante pour moi parce que, alors, une inspection en soi dans l'éducation nationale, ça ne sert strictement à rien. Okay. Voilà, tu n'as pas de promotion. C'est pas d'évaluer si ça se passe mal. Même si tu es un très très mauvais prof, il ne se passera rien du tout. Okay. Donc voilà, ça ne sert à rien. Mais ça met une petite pression quand même. Tout à fait. Et je suis très scolaire. Je suis la bonne élève, la grosse cale, comme on disait au collège. Ah oui, c'est vrai qu'on disait ça. On disait ça, ouais. Donc moi, quand on me dit de faire quelque chose, il faut que je le fasse très très bien et à l'heure. Et voilà, donc je suis la bonne élève. Donc, j'ai voulu que ça soit parfait et montrer vraiment qui j'étais en tant qu'enseignante. Et donc, j'ai passé une année vraiment... je faisais des journées... Donc, je me levais à 5h30.
Je me couchais à minuit. Mon fils ne dormait pas. Il se réveillait de 4 fois à 7 fois. Je l'allaitais. Donc je dormais généralement 2-3 heures par nuit. Et ça a été de septembre à mai. Donc, en mai, j'ai eu mon inspection qui s'est très très bien passée. J'ai eu la meilleure note. J'ai eu une petite promotion. Enfin voilà, vraiment, j'ai eu... Voilà, j'en ai pleuré finalement parce que c'était comme si j'arrivais au bout d'une course, d'un marathon, quoi. Et bon, ça m'a fait du bien parce qu'en fait, c'est une fois en 10 ans, on te dit, ah, c'est super, tu fais du super travail. Ouais. Après, même si finalement, j'en ai pas tant besoin que ça parce que je vois bien qu'avec mes élèves, ça se passe très très bien et on a une super relation. Donc, je vois bien et que mes élèves, ils reviennent me voir en me disant, oh, madame, vos cours, ils nous manquent, etc. Donc ça, c'est ce qui est le plus important. Mais finalement, le regard d'un expert aussi sur ta pratique, c'est quand même très important. Donc bref. Non, mais je comprends. Ouais. Donc je me suis donné, je travaillais tout le temps, en essayant de me former sur plein de choses, etc. En dehors, sur la pédagogie ouverte, sur plein de pédagogies différentes pour nourrir ma pratique de professeur. Et donc, passer cette inspection... donc j'avais perdu une dizaine de kilos cette année-là. Je faisais 45 kilos. Ouais. Ouais, et en fait, il y a un jour en classe où j'ai pas réussi à faire cours. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et donc j'ai craqué en cours, j'ai pleuré, j'étais au bout de l'épuisement en fait. Et en fait j'ai craqué parce qu'un élève j'ai entendu un élève dire Victor Hugo, c'est un gros con. Et en soi, j'en pense pas moins, mais... En fait, j'en ai rien à faire. Il a le droit de le penser, en fait. Mais en fait, je sais pas, ça m'a fait craquer. Okay. Et je suis sortie de cours. Et là, j'ai su que, ça allait quand même vraiment pas bien. Mais j'avais déjà eu un peu un déclencheur, c'est qu'une nuit à 3h du mat, quand j'essayais de rendormir mon fils, qui pleurait, j'ai eu envie de mourir en fait. Vraiment, j'ai eu envie de sauter par la fenêtre avec lui dans mes bras. Ça s'arrête. Et ça m'était jamais arrivé. J'avais une maternité absolument parfaite avec mes 2 premiers. Vraiment les clichés quoi. Et donc là, je me suis dit, ok, là ça va pas. Et comme je t'ai dit que j'étais quelqu'un de genre efficace, quand je commence quelque chose, il faut que je finisse. Je me suis dit, ok, ça va pas, donc il faut que je trouve des solutions. Donc tout de suite... dès que j'ai fait mon gros pétage de câble, je suis allée voir une psy. J'ai vu mon médecin, etc. Donc j'ai été en arrêt tout le mois de juin, j'ai eu juillet, août, où j'allais très très mal. Et en même temps, j'étais dans une ultra sensibilité qui me faisait que j'étais en amour de mes proches aussi. Dans une sensibilité où je leur disais que je les aimais. Je leur disais aussi que je pleurais, etc. J'allais pas bien, je repensais à mes parents, etc. Et en fait, ça m'a permis de faire une grosse remise en question sur plein de choses et de prendre à bras le corps ce qui s'était passé dans mon enfance. Et donc, c'est là où j'ai pu enfin commencer à mon livre, un livre que j'avais en tête depuis des années. Je voulais écrire sur mes parents depuis très très longtemps. Mais en fait, je me disais que j'étais nulle, que de toute façon, ça ne servait à rien et j'avais pas débloqué quelque chose. Et là, tous les verrous se sont ouverts. Et c'est ce que je disais, c'est que dans les moments parfois les plus terribles de la vie, les plus durs, ça peut être un deuil, une relation toxique, voilà. On peut trouver des choses belles comme ça. Et je crois que c'est même là, là qu'on a les plus gros déclencheurs, dans l'ultra souffrance, quoi. Ouais, parce qu'en fait, les barrières, elles tombent. Ouais. C'est pas dans l'ultra bonheur que tu cherches. Ouais. Parce que oui. Et c'est très cool de vivre des grands moments très agréables. Mm-hmm. Mais je pense que c'est le point fort, c'est qu'on apprend des grandes leçons dans les moments où on souffre terriblement, quoi. Ouais. Et donc, voilà. Moi, j'étais quelqu'un de... Alors, j'ai toujours... quand quelqu'un souffre autour de moi, je suis dans l'empathie, j'essaye de comprendre, etc. Mais il y avait toujours une part de moi qui ne comprenait pas. Pourquoi la personne ne se bat pas Tu vois ? Moi, c'est un discours que j'ai eu quand j'ai eu ma première dépression, où les gens me croyaient, mais on parlait moins des trucs psychologiques. Vrai, ouais. C'était en 2014. Oui, ouais. Et j'ai pas senti de déni de la part de mes potes, du tout, au contraire. Mais il y avait une incompréhension.
J'ai l'impression que j'ai un peu la leaduse de la dépression, parce qu'après, dans mon entourage, tout le monde en a Tout le monde fait. a suivi. Et il y a des gens, je me rappelle d'un pote à moi qu'on avait fait des années après, qui m'a dit waouh, c'est horrible. Effectivement, t'as même pas la force de te battre. En fait, t'es tellement loin dans l'épuisement que. Tout à fait. Et ça, je comprenais pas, moi. Mais je pense Sans qu'il le faut le juger, vivre. Ouais, il faut le Et puis vivre. sans dire, pourquoi tu... Mais en fait, j'avais du mal à... Oui, quand me c'est dire, que l'autre ne trouve pas la sois ressource. un peu combative. Ouais. Et en fait, maintenant, je Tu peux plus. comprends. Tu peux plus. Je comprends. Il y a un moment donné où tu ne peux pas. Non, t'es au Et point ça de rupture. reviendra plus tard. Bien Mais sûr. en fait, il faut laisser le temps aux gens d'être mal. En fait, accepter cette douleur, cette faiblesse, en fait, Oui, qui n'est pas vraiment une faiblesse, mais Non, une forme mais, de fragilité, de enfin, fragilité, vulnérabilité voilà, qu'on c'est a associée. Je sais pas vulnérabilité. pourquoi, comme on parlait le jour avec Nolwenn du fait de pleurer. Je sais pas pourquoi. Non, ça va un peu mieux, on sent que le discours il change. Oui, je trouve beaucoup. Tant mieux, parce que je pense que ça fout vraiment des gens en l'air. C'est quoi faiblesse? Non, c'est juste des instants où tu n'y arrives plus. Voilà. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, donc tu dis que cette dépression, ce burn-out, c'est quand même kiff-kiff, ça t'a appris énormément de choses. Donc, tu n'avais pas ça il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tu étais une autre personne, tu n'avais même pas d'enfant, quoique, pas loin. Mais si tu... Ouais, Si tu vois, ouais, à peu près. On va remonter un tout petit peu avant, parce que toi, tu as eu le temps de faire 3 enfants, ce qui est rarissime. Je pose la question à toutes les personnes, si tu vois ton évolution, on va dire, depuis fin de bac, début d'université jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu arrives après à te rappeler ce que tu étais dans la vingtaine? Et c'est quoi, par exemple, justement, bon là, on a clairement parlé de ton rapport à la psychologie, je ne sais pas si tu aurais entamé une thérapie à 20 ans, et... je sais pas si tu as eu des névroses concernant ton corps, on en parlait aussi plus à l'aise. C'est quoi l'évolution? C'est quoi ton lien toi-même sur comment prendre soin de ton corps, comment prendre soin de ta tête? Et bon, après toi, entre-temps, tu es devenue mère à 3 reprises. C'est quoi l'évolution sur 10 ans? Qu'est-ce que la jeune fille que tu étais il y a... Enfin, t'es pas vieille, mais... C'est quoi ton rapport à toi-même? C'est quoi? Est-ce que ça a bien évolué? J'ai l'impression que je m'écoute plus et que je suis moins dans... J'attends... En fait, quand j'étais plus jeune, je m'imaginais des choses. Ah, on a du bruit. Non, c'est pas grave. Je m'imaginais, en fait, je faisais des plans et si ça n'arrivait pas, et Ouais. si ça ne se produisait pas exactement comme je le voulais, Ouais. j'étais dans une colère folle, Ok. une rage. Ah oui, tu avais besoin... Enfin, il n'y avait pas de patience, ou en tout cas pas de... Non. T'imaginais pas que le plan puisse se passer autrement que ce que Tout tu à avais fait. fait. Ok. Je ne laissais pas de place au hasard. Et j'étais en mode organisé, contrôle. Et si les gens ne réagissaient pas comme moi je m'y attendais, c'était quelque chose que je vivais très mal. Donc une sorte de contrôle fric Oui. total, quoi. Ouais. Et ça, j'ai complètement... Alors je sais pas si c'est un truc féminin, mais sur les personnes que j'ai interviewées, les filles, j'ai eu beaucoup ça. Que le lâcher prise est venu tard, mais que plus jeune, il y a vraiment un truc de contrôle. Alors ça peut être sur ça, sur le corps, sur les notes et tout. Je sais pas si on éduque les filles à être très contrôlantes ou... En tout cas, moi, c'est vraiment... c'était le même schéma que ma mère. C'est-à-dire que ma mère, si on n'était pas exactement comme elle voulait, qu'on ne réagissait pas de la manière dont elle voulait, ou si on n'était pas calqué sur ses humeurs, ses émotions et ses envies, en fait, elle... Mais Quentin, on t'a vu. Quentin Rosset. Ça enregistre totalement. Oui, oui. Non mais ça On fera, écoute, t'entend. ça fera des petits aléas. Allez. Bonjour à tous. Ah, Et donc, si on n'était pas alignés, ça allait pas. Et moi, j'ai reproduit ça notamment à travers les différentes relations amoureuses que j'ai eues. Je suis sortie 3 ans avec quelqu'un à mes 17 ans. Ouais. Et j'étais horrible avec lui. J'étais exactement comme ma mère. Mais parce que ma mère, c'était vraiment un personnage horrible. Et je maltraitais mon conjoint. Et c'était quoi le but? Tu voulais tester les limites de son amour? Tu J'avais te rappelles toujours- s'il en y avait fait, besoin? moi, j'avais toujours peur qu'il ne m'aime pas. Ouais. Et ça me rendait frustrée, haineuse, jalouse, Donc c'est une façon de possessive. voir s'il allait rester malgré ce que tu Ouais. lui faisais subir. Ouais, sûrement. Et puis, j'avais un caractère terrible, terrible, terrible. Ah, mais je me rappelle pas, pourtant au lycée je te connaissais, je me rappelle pas que dans notre relation amicale t'étais comme Non, ça je du n'étais tout. pas du tout comme ça. T'étais plutôt même à l'écoute, t'étais calme, t'étais drôle. Après, j'ai une perception de moi qui est un peu... je n'ai pas la même... Quand les gens parlent de moi, je ne me reconnais pas forcément. Ouais, mais ça en est beaucoup. Et par exemple, moi, je m'imagine comme quelqu'un de très nerveuse,
Ah ouais. très vif et pas très gentil. Ah ouais. Mm. Ah waouh. Alors, ok, Mais d'accord. en fait, c'est pas forcément que je le vis mal, tu vois. Oui, mais c'est ce que tu vois de toi. Ouais. Et donc. Et puis toi, tu vis avec tes propres pensées, ce qu'il y a dans ta tête. Nous, on n'entend pas non plus. Ça se trouve, tu nous souris, tu nous insultes Ouais. dans ta tête. Ah ouais. oui, c'est tellement joli. C'est terrible. Non, mais voilà, donc ça, j'ai énormément progressé et je pense que c'est grâce à ça que ça fait 7 ans que je suis avec mon conjoint. Parce Que tu ne maltraites pas. Voilà. Mais Je tu as peux aussi être vécu une chiante, relation mais maltraitante aussi, ça a pu changer oui, la donne. oui, après, oui, c'est vrai que ça m'a transformée juste avant d'être avec mon conjoint, là. Je suis sortie 1 an avec un homme qui était... Bah, c'est très cliché. J'ai l'impression que c'est hyper cliché tout maintenant de dire ça et ça m'agace un peu, mais avec un vrai pervers narcissique. Parce que c'est le terme qui est utilisé à tort à travers, mais c'est Oui. des gens qui existent, mais il y en a, le pourcentage n'est pas si haut. Ouais. Et en fait, il était vraiment dans le cliché, quoi. C'est-à-dire, j'étais sa princesse et après, j'étais la pire pute de la Terre. Bon, il pouvait ne plus me parler pendant 1 semaine sans me dire la raison. Il m'interdisait certaines choses par rapport à mon fils. Ça, c'est très étrange. Par exemple, je ne pouvais pas l'embrasser sur la bouche. Il avait un ange. Voilà. Oui, Quand non, t'as un bah petit oui, bébé, bien des sûr, fois, bien voilà, sûr. je ne pouvais pas l'appeler mon chéri. Je ne pouvais pas lui dire je t'aime devant lui parce que c'était réservé qu'à lui. Il m'a obligée à mentir à ses parents et à cacher le fait que j'étais mère. Donc sa famille n'a jamais su que vous étiez en relation? À la fin, si. Non, à la fin, ils ont su que j'étais mère. Mais c'était Ah oui, au tu bout de- ne pouvais pas parler de ton enfant devant Non, eux? je n'avais pas le droit. Et sous quel prétexte? Bah, ouais, Et bon, voilà. non, il y a mais eu après, des- si ça peut permettre à certaines personnes, Voilà. des fois, de se rendre compte, on en parlait avec une copine dans un autre épisode, de remettre les traits forts des relations toxiques, ça peut permettre aussi à des gens de comprendre qu'ils sont en train de vivre un truc. C'est ce genre de relation-là, c'est pas possible, quoi. Et puis même par rapport à voilà, sans rentrer dans les détails, mais il y avait un aspect sexuel assez malsain parce qu'il m'a amené à faire des choses qui finalement ne me ressemblaient pas. Ouais. Et bon, j'ai certaines copines qui me disent que c'est un viol, mais j'ai toujours du mal à le dire. Mais par exemple, il me prenait la nuit pendant mon sommeil C'est un viol. sans consentement, quoi. Oui, bah, c'est un Et viol. il c'est- m'empêchait de dormir, etc. C'est la définition même. Mais en fait, comme je ne me révoltais pas... Ouais. Voilà, bon, bref. Voilà, Non, mais c'est des compliqué relations à- où il y a une forte emprise et ce qui est... Et lui, il m'a vraiment mis plus bactère dans le sens où après, j'avais l'impression d'être une horrible personne. Et donc, Micha, donc mon conjoint, j'avais aucune personnalité au début. Il me disait, tu veux faire ça? Mais on fait comme tu veux, mon chéri. Ah, d'accord. Je disais rien. Valait mieux ne pas avoir de Je caractère que subissais, d'admettre. je subissais. S'il y avait un truc que je ne voulais pas, je le faisais quand même. Ok. Et ça s'est amélioré. Voilà, maintenant c'est tout. C'est donc pour ça que tu as 3 enfants, ça se trouve tu n'en voulais pas. Ah et- oui. Mais en fait, maintenant c'est totalement inversé. Enfin voilà, maintenant je suis tout à fait moi-même avec lui. C'est la personne la plus gentille c'est et à venu l'écoute petit à du petit monde. Mais oui, j'ai réussi. En fait, c'est le temps qui fait. Puis en étant avec quelqu'un d'équilibré Et en puis face. c'est quelqu'un, c'est la personne dont j'ai le plus confiance au monde. Ouais. C'est la sincérité même, la douceur même, et c'est quelqu'un qui va parler peu, mais qui agit. Et c'est la plus belle preuve C'est qui soit. plutôt pas mal, ouais. Et c'est le meilleur papa du monde. Donc Ça, c'est très chouette. ça, je l'ai vu, et ça c'est une chance finalement, parce que comme donc Isaac, mon grand, je l'ai pas eu avec lui. Et donc j'ai pu voir, moi je me suis mise avec Micha. Isaac il avait déjà 2 ans, enfin un petit peu moins. Et donc j'ai pu en fait voir la relation aux enfants qu'ils avaient, son comportement, etc. Et c'est un bon test finalement. Donc Oui, quand je je te conseille à disais tout le ça. monde, faites un enfant avec quelqu'un, barrez-vous et après ça vous fera un Et après, bon- vous verrez si le prochain Voilà, a c'est un ça. bon comportement avec les enfants. C'est un bon test. Non, Voilà. mais quand je t'avais dit justement, est-ce que, à un moment, je t'ai dit, est-ce que tu as eu peur de faire des enfants avec ça? C'est ce que tu m'as dit. J'ai vu son comportement avec Isaac et c'était un bon test. Ouais. Ouais. Et puis, oui. Enfin, oui, maintenant, je suis quelqu'un... je suis beaucoup plus heureuse et épanouie qu'à 23 ans, même si j'étais pas du tout malheureuse il y a 10 ans. Mais tu as plus conscience de certaines choses aujourd'hui sur ton propre fonctionnement? Oui, je me comprends mieux. Ouais. Je me comprends mieux, je sais quels sont mes défauts, j'essaye de les corriger, même si c'est pas forcément facile. Mais... Et puis, je me laisse aller à des choses sur lesquelles j'étais bloquée avant.
toute cette partie créative en moi que je bloquais parce que j'avais l'impression de ne pas avoir de talent. C'est tout bête, mais par exemple, là, je me suis inscrite à un cours de poterie avec mon fils. Ouais. Et jamais j'aurais fait ça à 23 ans. En pensant que tu serais d'avance que t'étais nulle. Mais oui. Ouais. Je me serais dit, mais la C'est pas d'où poterie, ça sort, mais ces moi, croyances. mais n'importe quoi. Et puis je me serais dit, c'est pour les bobos, c'est quoi ce truc, quoi, tu vois. Ouais. Maintenant, je m'ouvre à plein de choses. Et je pense que c'est aussi le fait, je suis entourée d'enseignants, du coup, la moitié de mes amis sont profs. Et c'est des gens quand même qui sont cultivés, qui vont voir plein d'expos, qui vont au musée, qui vont au cinéma, qui lisent des bouquins, ou alors mes collègues de sciences qui s'intéressent à la science, à la physique, aux astres, etc. Et ça me nourrit énormément. Et ça me permet d'aller voir ailleurs. Et c'est pareil par rapport au sport, par exemple. À 23 ans, tu me demandais si je faisais du sport, je disais non, je ne sais pas faire. Je ne sais pas courir. Je ne peux pas courir, je n'y arrive pas, je suis trop nulle. Et maintenant, je peux courir 10 km sans problème. Cool. Et je fais du sport presque tous les jours, quoi. En constante, pas en fractionné, en normal? Oui. Oh, waouh. Ouais, je sais. Non, je Putain, regarde. déjà, moi, au bout de 5... Je Non, crois que le mais- max que j'ai fait, c'est 5-6 Et en fait, bornes. j'ai appris. Je me suis dit, allez, t'es capable. Pourquoi toi, qui Ouais. as 2 jambes, un cœur et qui n'a pas de problème de Et des santé, tu poumons, pourrais tout pas? ça. Ouais. Ouais, carrément. Et ouais. en fait, c'est des gens qui m'ont aidé, qui m'ont appris à courir. Enfin, voilà. Et je me dis, en fait, c'est des bonnes rencontres, un bon climat qui fait que j'ai pu m'épanouir comme ça. Mais ma vie, elle aurait pu être tout autre avec la famille d'où je viens. Ouais, mais tu disais aussi que tu t'es extirpée géographiquement de l'endroit où tu vivais avec ta famille, tout ça, et que ça t'avait vachement aidé. Oui, alors pendant longtemps, et je le pense encore un peu, j'avoue, et c'est un peu dur, je pense, pour les gens qui sont pas du tout dans ce mood-là, mais j'ai toujours, depuis le collège, j'ai toujours cette idée de il faut que je parte pour réussir. Si je pars pas, ça veut dire que je n'ai pas réussi. Ok. C'est-à-dire si je ne pars pas loin de mes parents, loin de mon cercle habituel, si je ne me bouge pas, si je ne connais pas d'autres choses, si je ne prends pas de risques, je vais rater ma vie, je vais être dans une vie plan-plan, etc. Bref, donc ce qui m'a amenée au collège, donc je détestais la moitié des personnes du collège, pas parce que je me sentais meilleure qu'eux, mais parce que je me sentais un peu étriquée dans un certain... Donc j'étais dans un collège rural où il y avait... Voilà, je sais pas comment dire, mais c'était pas mon truc, quoi. Les gens, ils étaient vachement en mode chasse, pêche, campagne, etc. Et moi, ça m'intéressait pas. Alors, maintenant, j'adore la campagne et je trouve que la plupart des gens sont formidables. Mais à ce moment-là de ma vie, c'était pas ce que je voulais. Ok. Moi, je rêvais de devenir une bourgeoise au collège. Mais C'est un vraiment, sacré rêve. collège-lycée, c'était mon but. Parce que moi, mes parents, donc il faut le dire quand même, mon père est chauffeur routier et ma mère ne travaille pas. Donc moi, j'allais au resto du cœur, je passais des hivers sans chauffage, ma mère, elle chauffait des marmites d'eau pour qu'on puisse se laver, j'avais pas donc forcément à manger, on ne pouvait pas payer les factures, enfin voilà, j'ai vécu vraiment dans la misère, dans des maisons l'ultra-pauvreté, insalubres, ouais. avec de l'eau qui coulait l'hiver le long des murs, des moisissures, la tapisserie qui tombe sur toi parce qu'elle ne colle plus, enfin terrible, Ouais. terrible. Et pas d'argent, j'étais toujours la seule sans argent. Par exemple, quand j'étais étudiante à Nantes, Ouais. je n'avais pas d'argent pour prendre le tram. Je n'avais même pas 1,50 €. Donc alors tout le monde fraudait, mais moi, tu me connais, Ouais, t'aimes pas, ouais. j'ai du mal avec ça et j'avais peur de me prendre une amende. Je me disais, c'est pire, tu te rends compte? Si je me fais choper, ouais, la punition, elle Ouais. est pire. Et par exemple, des fois, je devais choisir entre attendre un jour et pas manger pour attendre ma bourse parce qu'il fallait que je prenne le tram pour aller aux courses. Donc, tu vois. Et j'avais exactement 13 € de budget par semaine pour manger à la fac. Et mes copines à côté, elles allaient au théâtre, elles allaient au musée. Elles avaient des prix parce qu'elles étaient étudiantes, mais même moi, je ne pouvais pas faire ça. Je veux dire, je ne pouvais pas me payer une bière. J'étais toujours la seule. C'était ultra compliqué. Donc moi, je rêvais d'avoir de la thune, vraiment. Et Bah, non, comme- mais ça s'entend, ça fait des préoccupations qui sont hyper pesantes, Oh, mais c'était qui terrible. sont aussi basiques que bouffer et tout. Ouais. On en parlait le jour que tout le monde n'a pas les mêmes préoccupations de par le niveau social, Ouais. bien sûr. Quand Et- tu parlais de l'écologie, tu disais mes parents, l'écologie, ça les jamais intéressé parce que eux, le 5, ils se demandaient déjà comment le 10, ils allaient bouffer, quoi. Ouais. Donc, Donc, en fait, ils n'ont pas l'espace mental pour. Mais pas du tout. Et je le comprends et je l'entends Ah, mais parfaitement. bien Donc sûr. il y a vraiment, j'ai jamais eu aucun mépris pour ça. Mais donc voilà, je me suis toujours dit, il faut que je parte, il faut que je gagne de l'argent. Si je reste en Vendée, à Sainte-Gemme-la-Plaine, je vais crever. Ouais.
je vais devenir une bouseuse qui boit de l'eau de vie Dans les à caves, 4 heures du ouais. mat. Non, mais c'est mort, quoi. Et donc, j'ai voulu partir au lycée à La Roche, qui n'était pas donc mon lycée de secteur, parce qu'il y avait des options, il y avait des voyages, et c'était le lycée Ah, bah en c'est... mode ouverture culturelle, artistique, A.K.A. le Club Med, tout. ouais. Et donc, grâce aux bourses voilà, on en parlait, les assistantes sociales, etc., j'ai pu y aller. Et là, j'ai découvert un monde Et t'étais exceptionnel. interne en plus, J'étais interne. c'était trop bien. Donc j'ai quitté mes parents une première fois grâce à ça, c'était exceptionnel. J'ai vécu presque mes plus belles années dans ce lycée, je vous ai rencontrés, j'ai appris, enfin tu vois, l'espagnol, on était excellentes en espagnol, les profs étaient, la plupart, sauf certaines, notamment en espagnol, étaient quand même super, ça m'a éveillée à la politique. Concrètement, c'était la première fois que j'avais une amie arabe. Écoutez, ça me fait plaisir d'être le quota des gens. Je revenais en Vendée Et je suis venue chez Saint-Gemme. toi, en Ouais. plus. Je suis venue chez toi, ça n'a pas posé de problème. Ouais, ça va, t'as pas été chassée. Non, je m'attendais à pire. Ouais. Et après, je me suis dit, bon, il faut encore que je parte. Hein. Je vais pas rester à La Roche faire mes études ou quoi. Donc, bon, je suis un petit peu partie à Nantes. Et après, je me suis dit, ok, il faut encore que je parte plus loin. Donc, je suis partie à Grenoble suivre le père de mon plus grand. Et donc, j'ai fait mes études là-bas. Et là, bon, voilà, je suis restée dans le coin parce que vraiment, j'adore la montagne. Je suis tombée amoureuse de Lyon, qui est une ville pour moi assez ouf. Incroyable. Et donc, voilà, je m'épanouis en partant. Et c'est vrai que maintenant, retourner en Vendée, pour moi, c'est un peu difficile. Ouais. Parce que ça me ramène à mon passé, ça me ramène à mes parents, à la pauvreté. Ça me ramène à certaines angoisses et d'étouffement un peu que j'avais dans Bien le sûr. cercle. Et je pense que peut-être que le lycée a été ton premier pas vers cette indépendance, cette envie de sortir de ta zone de confort et de t'extirper de ce que tu associes à de la misère. Voilà, quoi. Oui, et puis à l'embourgeoisement, parce que tu te rends pas compte de à quel point c'était la classe pour moi dans la famille que je fasse classe européenne. Ouais, je comprends. Ouais. Parce qu'en fait, c'était mes cousins, ils avaient fait classe euro allemand et ils avaient, tu vois, c'était l'élite. Tu vois, moi, mes parents, c'est les seuls pauvres en fait de la famille. Tu vois. D'accord. Et on n'a plus contact avec les autres membres de ma famille. Et donc, ils avaient fait classe euro allemand, prépa, machin et tout. C'était représentatif d'une élévation sociale. Alors, moi, classe euro, j'étais vraiment fière. Alors, par contre, c'était espagnol, donc c'était un peu moins mal bien vu. qu'allemand. Ah ouais, Okay, oui, okay, tu vois. Il y avait une hiérarchie même. Oui, au sein de alors ça. si j'avais fait... En plus, j'ai fait arabe, alors là... C'est vrai que Oh t'as my fait God. c'est pour ça que tu parlais arabe avec Nolwenn. Il fallait mieux faire russe ou chinois, c'était mieux pour l'économie. D'accord. Bon, bref, mais ouais, c'était vraiment déjà un pas. Et pour moi, être prof, tu vois, déjà gagner 1006, 1007, c'était un truc de fou. Mais même, alors tu dis que tu voulais t'embourgeoiser, alors pourquoi à un moment dans ta tête t'as pas même envisagé des emplois encore plus J'ai hauts? envisagé. En fait, j'avais ça, je l'ai écrit dans mon livre d'ailleurs, c'est un peu de tiraillement. C'est-à-dire que j'avais pendant presque 1 an et demi au lycée, j'ai voulu faire Sciences Po à Bordeaux, section Amérique latine, parce que je voulais travailler dans les ambassades en Amérique latine. Comme j'étais assez forte en espagnol, que la prof, elle me poussait à faire espagnol, etc. Et que j'adorais la politique, enfin que ça m'intéressait énormément, je me suis dit, il faut que je fasse ça. En plus, j'étais fan de Romain Gary, qui a été consul, etc., qui a une vie incroyable. Donc, je me suis dit, il faut que j'ai un peu une vie comme lui. Et en même temps, mon besoin primaire, vital, c'était d'avoir une famille. Ok. De fonder une famille, d'avoir cette sécurité-là, cet amour-là, et de m'épanouir dans le rôle de mère. Et je me suis dit, si je fais ce parcours-là, j'ai peur de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Parce que trop de travail. Et puis toujours en train d'être à gauche, à droite. À gauche, à droite, pas pouvoir rencontrer quelqu'un de fixe, ou alors quelqu'un qui veut des gosses à 40 ans parce qu'avant c'est trop jeune. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et moi, c'était quelque chose de trop important pour moi. Et comme j'adore aussi les adolescents, la relation à l'adolescent, le partage qu'on peut avoir. Donc l'enseignement, c'était... Et ma passion pour la littérature, en fait. Donc, en plus, tu disais qu'à ce moment-là, 1008, 1006, 1008, c'était genre waouh. C'était un truc de fou, quoi. Ce qui, techniquement, devrait permettre de pouvoir bosser correctement. Et c'est pas le cas actuellement. Mais... Ouais, c'est clair. Et du coup, pour rebondir sur ça, en fait, parce que par rapport au salaire qui ne te permet pas de vivre correctement, je pense que, comme tout le monde, tu as remarqué que le climat social, c'est pas terrible, quoi, en ce moment. Et aussi d'un point de vue écologique. Et
par exemple, juste parce que toi, t'es de toutes mes amies, celle qui a vraiment, pour le coup, j'ai quelques copines en couple et qui vivent avec leur mec, et il y en a qui ont un enfant. Toi, t'as quand même un combo incroyable parce que t'as fait 3 enfants, t'es avec ton conjoint et tu viens d'acheter une super maison à côté de Lyon. Est-ce que, par exemple, déjà, toi, comment ça t'impacte dans ta vie? Je veux dire, par exemple, il y a des trucs qui te concernent très près. Tu es enseignante, tu devrais avoir un boulot qui est considéré et qui aujourd'hui ne te permet pas de vivre fluidement, alors qu'effectivement, tu le dis très bien, personne d'autre s'occupe des ados, à part les EduxP, mais c'est dans d'autres cas particuliers. Et puis, d'autre part, tu as 3 enfants. Il y a quand même actuellement une urgence climatique qui est plus que présente, parce que là, on parle en moins de 5 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, ça t'impacte et dans ta façon de vivre, est-ce que ça peut être synonyme d'angoisse? Est-ce que tu en parles avec tes enfants? Et puis dans le cas du climat économique, est-ce que tu envisages de rester exactement à ton poste? Comment est-ce que ça te semble injuste par rapport au boulot que tu as bas, de ne pas vivre aussi correctement que tu le devrais? Voilà. Est-ce que le monde extérieur, c'est quoi l'impact aujourd'hui, en tout cas dans notre pays là? Alors, d'un point de vue écologique, déjà par rapport à Isaac, en 2014, on n'en parlait quasiment pas. Donc, j'avais pas du tout cette réflexion. Bien sûr. C'est venu pour mon deuxième enfant, donc Joseph, où là, je voulais ardemment un enfant avec mon Micha. C'était vraiment quelque chose de très très fort en moi. Et donc, on a eu Joseph, et pendant la grossesse, je passais des jours et des jours à pleurer parce que j'étais terriblement angoissée par le monde dans lequel il allait vivre. Et je me dis, mais je fais un enfant alors qu'il va peut-être mourir à cause du climat, à cause des guerres, à cause de l'économie, bref, en tout cas, à cause de la crise écologique, quoi. Donc, ça a été quelque chose vraiment que j'ai mal vécu. Cette difficulté de concilier mon envie très très fort de maternité et le fait qu'en fait, il ne faudrait pas avoir d'enfant. Il y a quelque chose de très injuste, d'ailleurs, dans ce choix-là. C'était très dur. Et donc, j'ai eu cet enfant. Ça a duré plusieurs mois après l'accouchement. J'ai toujours eu ces angoisses vraiment très très fortes. Pour Ariel, je l'ai moins eu parce que finalement, je l'avais déjà eu, tu vois, cette angoisse. Elle était déjà là, en fait. Donc, j'avais appris à vivre avec. Et je me suis dit, 2 ou 3, ça change pas des masses. J'ai essayé En fait, j'ai fait un peu l'autruche, quoi. Bien sûr. Voilà, je fais pas l'héroïne en disant non. Vraiment, je me suis dit, allez, 2 ou 3, ça va pas changer grand-chose. Et en fait, j'essaye de concilier En fait, tous les jours, je pense à ça. Ok. Et ça m'amène à faire des efforts, mais c'est très dur d'être... si je voulais être parfaitement en accord avec mes principes, il faudrait que je ne travaille pas et que je passe mes journées à ça. C'est-à-dire que je fasse mon potager, que je cuisine moi-même, que je récupère l'eau, que je passe au solaire. En fait, ça demande un boulot presque à temps complet. Oui, il y a une réalité économique où il y a des installations qui sont coûteuses. Voilà, tout à fait. Donc, j'essaye de faire mon potager. On parle énormément de ça avec mes enfants. Oui, j'allais dire, est-ce que tu échanges sur le sujet? Oui, énormément. Donc, mes enfants, ils sont très respectueux. Par exemple, c'est bête, mais par exemple, ils ne tuent jamais un insecte. Ok. Non, alors c'est que, pas bête du tout. Non, mais tu vois, je leur dis en fait, les insectes, ils sont en voie de disparition. Donc, puis ils existent dans. C'est pas parce qu'il y a une araignée, une fourmi, vous vous amusez pas à les écraser. Et pourtant, c'est un jeu de gamin. Enfin, je veux dire, on s'est tous amusés à écraser des fourmis, à découper des vers de terre. Non, je rigole, mais tu vois ce que je veux dire. Après, chacun son enfance. Non, je pense que j'ai écrasé quelques voilà. Mais donc, on est dans le respect de la nature un maximum. On plante. Je commence un potager avec eux. Je leur apprends ce que c'est un radis, une carotte, faire pousser des framboises, etc. Oui, tu les amènes vers une sorte d'éveil. On va faire par exemple une partie du jardin où on ne va jamais couper l'herbe. J'ai planté plein de fleurs pour les abeilles. Enfin, tu vois, j'essaye de faire des choses qui essayent de compenser mon empreinte parce que par exemple, il est très difficile pour moi de manger que bio et vrac parce que j'habite à la campagne. Que déjà il y a des fermes mais qui sont assez éloignées de moi, donc je dois prendre la voiture, tu vois, il y a une sorte de contrainte. Oui, il y a toujours en plus une compensation, c'est-à-dire que tu prends en vrac, mais par exemple si tu vas à la Vie Claire ou choses comme ça, c'est trop cher. Franchement, je peux pas avec 3 enfants, je peux pas faire mes courses à la Vie Claire. D'accord.
Donc je vais dans des trucs à Lidl, etc. Je vais tous les mercredis au marché pour acheter mes légumes. J'essaye, tu vois, de faire des trucs comme c'est ça. génial. Non, en fait, c'est assez agaçant parce que tu as l'impression de faire des efforts sur certains trucs et en fait, il y a tout Oui, de l'autre côté. ouais. Bon, voilà, tu fais des petits efforts. Mais en tout cas, mes enfants sont énormément au courant. C'est vraiment des sujets qu'on aborde avec eux. On aborde plein d'autres choses. Enfin, voilà. C'est incroyable. Je veux que ça soit des garçons tout à fait déconstruits. Oui, puis je pense, ouais, mais ça c'est bien. D'ailleurs, sur la thématique du féminisme aussi, il faudra y bosser. Ouais. Mais ça... Et par rapport à l'économie, alors en début de carrière, donc j'étais à 1004. Maintenant, j'approche des 1009, 2000 quand je fais des heures sup. Et donc, on pourrait se dire, voilà, j'ai acheté une maison, une grande maison, etc. Mais en fait, on est sous l'eau. Ouais. Donc, c'est très difficile. Parce que vous êtes tous les deux enseignants, on est tous les deux enseignants. Donc, Micha est professeur de mathématiques. Et donc, on est tous les mois à découvert. Ouais. Et on n'a pas d'argent de côté. Okay. Et on n'a pas de famille, du coup, pour nous sauver. Hein. On n'est pas dans ce schéma-là. Et donc, on est tous les mois stressés aussi. Et on est passé de « Oh, le 20, on est à découvert » à maintenant, au 10, on est à découvert. Ouais. Et c'est vraiment depuis la pandémie, depuis le Covid, l'inflation, etc. Ouais. Et en fait, je me rends compte que tous les gens autour de moi sont dans ce cas-là. Tout le monde, ouais. Et c'est très, très inquiétant parce que nos salaires n'évoluent pas. De toute façon, même moi qui ai beaucoup touché le SMIC, il n'est pas du tout indexé sur l'inflation. C'est-à-dire qu'on est là, à un moment, il y a eu une double augmentation qui était assez haute du SMIC, qui s'élevait à 70 balles par mois en plus. D'accord. Or, pile poil à ce moment-là, les factures d'élec doublent. Oui. Donc en fait, cet argent, c'est juste que tu vas pas être à découvert de 70 ans, mais tu vas pas du tout être confort. Oui, tout à fait. Et puis en plus, il n'y avait pas que l'élec qui augmentait, parce qu'au même moment, il y avait le carburant et la bouffe et toutes les choses auxquelles tu ne pouvais pas échapper. Donc il y avait un peu un foutage de gueule où on disait tenez, grand seigneur que nous sommes, 70 balles de plus. Et il y a des gens qui trouvaient ça génial, et tu remettais, moi je refaisais mes comptes, et je disais, j'en suis exactement à la même qu'il y a 2 mois, parce qu'entre-temps, tout a pris 10 ou entre 10 et 15%. Et encore, moi je suis pas dans ton schéma, je suis seule sans enfant, ça fait très désespéré comme ça. Mais et puis je suis pas propriétaire, je dois d'argent à des propriétaires, mais pas une banque. Oui, bien sûr. Et je me disais, moi je sais que je suis pas la plus mal lotie, mais dans le cas de gens, ou même voir qui gagnent un peu moins que toi et Micha, c'est-à-dire des gens qui seraient, je sais pas, en usine ou caissiers ou que sais-je. Je sais pas comment ils font. Ils sont dans une merde noire. Là, il y avait un monsieur, je vais abréger très vite, mais qui travaillait à la RATP, qui parlait comment les grèves de la RATP gonflaient les gens. Il disait qu'il comprenait très bien, mais il disait, moi, en tant que chauffeur, donc il gagne pas de ouf, c'est moins qu'un enseignant. Et il disait, en gros, je dois me rendre jusqu'à l'endroit où en gare, où sont garés tous les métros et tout. Et il mettait 300 € d'essence par mois. Eh bien, oui, c'est ce que je disais à... C'est du délire. J'avais une conversation avec une amie à moi qui a pas du tout le même rapport aux choses. On est totalement différentes. Et elle me disait, oui, mais alors pourquoi les chômeurs, des fois, ils refusent des postes. Je lui ai expliqué, par exemple, mon père, quand il était au chômage, parfois, on lui proposait un poste. Très et en fait, il payait autant d'essence. Oui. Et donc, en fait, c'est quoi Enfin, non, en fait, tu vas pas faire 3 heures de route pour faire un boulot. Puis des fois, c'est des mi-temps ou des 3/4 temps. Donc, en fait, personne ne comprend. Ceux qui n'ont pas de lien avec ces milieux-là, les vrais bourgeois qui sont dans leur monde, ils n'ont aucune conscience. Mais ils devraient aller parler avec les chômeurs. Ce sont les pauvres. Bien sûr. Et en fait, ça me rend dingue. Comme les gens qui polluent beaucoup, c'est les riches, tu vois. Ça me rend dingue. Je comprends pas pourquoi c'est toujours les classes modestes et populaires qui s'en prennent plein la tête. Parce qu'on tape sur les plus pauvres, comme il y a des gens assez pauvres, moi je l'ai déjà entendu plein de gens, qui s'en prennent aux migrants. Je disais, mais enfin, c'est quand même dingue terrible. Que vous alliez taper sur plus en difficulté que vous. Personne ne fuit son pays en toute volonté, enfin en tout cas pas dans ces conditions. Et puis en plus, on en parlait avec mes élèves. Je leur ai dit, parce que alors moi on parle quand même pas mal de politique sans que je donne mon avis. Oui, sans rentrer dans les détails. Mais par exemple, on parlait de la question des migrants parce qu'en 4e, on fait la presse. Super. Et donc, on étudiait des articles et tout. Et il y a un élève qui me dit, oui, mais les migrants, pourquoi ils restent pas chez eux? Et en fait, on en discutait et je lui dis, mais est-ce que tu penses que les gens qui se plaignent des migrants, ils souffrent des migrants? Ils souffrent de la migration? Bah non, en fait. Enfin, je veux dire... Non, en aucun cas, personne ne souffre de l'immigration. Non. Concrètement, au quotidien. Ah non, c'est de la haine déguisée sous des faux arguments. Bref, voilà. Et surtout pourquoi les migrants ne restent pas chez nous. On parle des migrants, ça veut rien dire. On parle d'espèce de masse sombre qui viendraient envahir nos frontières.
Ils viennent d'un peu partout. Oui. D'un coup, on a eu beaucoup d'empathie pour les Ukrainiens, ce qui n'est pas grave, mais il y avait une drôle de hiérarchie qui se faisait. Tout à fait. Mais encore une fois, on parle de gens qui fuient des conditions que nous, on n'a jamais connues. Moi, je pense que demain, pour plein de raisons écologiques, la Vendée, là où je vis, disparaît de moitié sous la flotte. Montpellier Il y aura aussi, une forme de migration qui sera du coup interne. climatique et qui sera... parce que ça va en plus, à mon Et avis, puis créer même des qui sera guéguerres. interne, c'est les Bien propres sûr. Français qui vont migrer. C'est ça, et ça va bouger. Ah ouais. Et donc, on sera probablement heureux d'être accueillis ou malheureux d'être rejeté. Mais encore une fois, tu ne quittes pas ton pays Tout le dans monde des peut être conditions à la place de catastrophiques. ces Mais personnes bien à un sûr. moment donné. Bah, moi, je suis issue de ça. Mes grands-parents sont venus comme ça. Je me dis, c'est inarrêtable en fait. Oui, c'est clair. Mais Et c'est donc, très bien là, que tu je- leur en parles à cet âge-là. Par contre, je trouve Ouais. ça bien que des élèves te posent des questions et que tu viennes planter la petite Ah graine oui, bah, maintenant moi, à je fais que 13-14 ans. Ouais. Je fais que ça. Et dans la... Ça évite Pour des mes adultes enfants, très c'est cons. pareil. Ouais. Et donc, d'un point de vue économique, bah si, j'essaye, je demande depuis 5 ans le congé formation à l'éducation nationale pour pouvoir passer l'agrégation interne de lettres modernes parce que concrètement, avec 3 enfants, un boulot à temps plein, je ne peux pas travailler correctement l'agrégation. Ouais. Donc, il me faut une formation auquel j'ai le droit, mais qu'on ne m'accorde pas. Et je vais peut-être passer le concours de chef d'établissement. Super. Ce n'est pas forcément quelque chose que je veux parce que j'adore enseigner, mais c'est juste pour l'argent. Et à un moment Donc, donné, t'as il des va choix falloir que là-dessus, je ouais. fasse des choix. Il va falloir que je puisse payer les études de mes enfants, Ouais. que j'assume d'en avoir fait 3. Bien sûr. Donc, voilà. Et mon conjoint est dans la même technique qu'on cherche à voir comment on peut gagner plus d'argent. Et c'est qu'en repassant des concours. Donc, Ok. c'est un peu compliqué. Donc, tu as quand même des choix qui sont axés sur des préoccupations économiques. Tout à fait. Et pas de ressenti tous les jours. profond. Ok. Tous les jours. Tous les Ok. jours. Parce que, par exemple, quand mes enfants ils veulent faire une activité, bah, c'est pas tous les jours, Ouais, c'est toujours pas possible, quoi. Bah, puis plus tard, c'est toujours un peu plus dur des fois de leur refuser. Moi, j'ai eu des refus à l'époque de ma mère, où j'étais très en colère contre elle à 14-15 ans. Je comprenais pas, jusqu'à ce que je comprenne que c'était. Ouais. Et que Oui, ça la oui. brisait aussi de me dire non. Oui, oui. Mais des fois, Isaac, il est un peu dans cette réaction-là. Parce qu'en Oui, tu fait, trouves comme ça on est injuste. séparés, Oui. avec son papa. Son père a pas forcément un grand train de vie, mais il peut plus se permettre de lui offrir des choses. Donc des fois, il Ah, est et ça un peu crée dans- un fossé. Voilà. Mais bon, ça ne pose pas en soi de problème et avec la discussion, il comprend. Oui, puis ça l'empêchera pas de faire une crise d'adolescence et de Tout t'en à vouloir. fait. Tout à fait. Et du coup, comme on arrive à la fin de ce Oui. podcast, je te pose la fameuse question. D'ailleurs, tu disais que tu savais pas. Moi, je pense que tu sais. C'est de toutes ces expériences de l'enfance un peu traumatique, de la libération en partant de chez toi, de la grande expérience d'avoir été 3 fois mère, plus ton burn-out, plus le fait d'être enseignante, tout ça cumulé. Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui te sert, une leçon que tu aurais tirée de toutes ces expériences, ça peut être une ou plusieurs, hein, qui t'évite soit les situations anxiogènes, soit de refaire des bêtises, qui te permet d'avancer un peu plus sereinement? J'ai l'impression que aujourd'hui, je suis moins stressée parce que je me dis tout finit par s'arranger. Donc, tu acceptes le fait que tout bouge dans la vie, quoi. Tout finit par s'arranger. Et c'est vraiment quelque chose que je dis à tout le monde. Tout le monde finit par trouver sa voie, trouver une solution à son problème qui, sur le moment, paraît... Même quand on sait pas quand, même quand Ouais. on sait pas comment. Mais ça arrive. C'est vrai. Et quand on regarde avec le passé, si on se regarde par exemple un problème qu'on disait à 5 ans, il y a 5 ans, j'avais mince, comment je vais faire, c'est impossible, je suis malheureuse, etc. Il faut toujours se dire, regarde le chemin qu'il y a eu et finalement tu t'en es sorti. Il faut toujours y croire en fait. Puis il faut regarder les expériences passées et avec du naïf, recul, mais ouais. en fait, Oui, puis on des y fois, on se arrive rappelle pas des fois que telle ou telle situation nous a vraiment pris la tête à une époque, parce qu'on en est sorti depuis vraiment un très moment. dur. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup écrit des journaux intimes, etc. Et des fois, je relis des choses où je suis au désespoir. Et je me dis, mais waouh, en fait, ouais, vraiment, on s'en sort toujours. Et quand tu relis ceux de ton adolescence, c'est incroyable. Moi, j'avais relu ceux de mon adolescence Oh où my là, God. il y avait du drama pour des Oh trucs. là là. De l'importance quand même d'écouter les ados. Oui. Mais tu sens qu'il y a des trucs probablement qu'adulte tu gérerais autrement. Et les ados, quand moi je me relisais, c'était Oui, des... mais et c'est pas incroyablement grave. moins crédible. Pas enfin, du tu tout. vois. Ah non, Ouais. pas du tout. Moi, je remerciais ma mère l'autre jour où je lui disais... Parce que Elle a toujours pris au sérieux. elle a tout, que ce soit les ruptures amoureuses C'est ou très tu sais important. se faire exclure d'un groupe Ouais. au collège, ça Oui, c'est tout à fait. terrible. Elle ne s'est jamais moquée, elle était très à l'écoute, elle disait un peu des trucs comme toi, ça va s'arranger, ou elle disait souvent ce qui doit se faire se fera. C'est pour nous apprendre un peu la patience
Comme tu disais, Même moi, j'étais si un peu... parfois c'est très Oui, énervant quand oui, tu dis ça. voilà. Et voilà, moi, à 13-14 ans, Ah mais oui. elle disait ça avec beaucoup de douceur, puis elle Tout à écoutait. Et je l'ai remerciée parce que j'entendais une émission qui disait qu'il y avait beaucoup de suicides chez les adolescents Oui. dû à un peu un mépris de leurs Et préoccupations. ça, je déteste ça. Parce que en plus, les adultes, t'as toujours l'impression qu'ils sont dans leurs histoires d'adultes et ils n'écoutent Non, pas et leurs puis, enfants. Les adultes se pensent plus intelligents qu'un adolescent. Ils Exactement. pensent qu'ils sont dans la vérité. Et qu'ils ne alors peuvent que rien apprendre de plus jeune qu'eux. Ouais. Nous, les adultes, on oublie d'écouter nos émotions. Et Mais après, c'est un truc qu'on a dans la tête aussi. Parce que moi, j'ai eu un mec le jour d'une 50aine d'années qui m'a dit c'est pas une branleuse de 30 ans qui va m'apprendre quoi que ce soit. Et je disais, c'est On absurde. n'a pas à apprendre des choses. Il n'y a pas de enfin, c'est pas ça. hiérarchie. Mais c'est simplement, il faut se nourrir des autres et accepter qu'à un âge, à tel âge, à tel moment de sa vie, on pense comme ça. Ouais. Et il faut accepter qu'on ne soit pas sur la même ligne des fois. Enfin, non, moi j'écoute toujours les adolescents, les enfants, parce qu'en fait, ils sont... Puis ils ont leur prisme à eux qui est pas moindre que le nôtre. Ce sont des êtres humains, en fait. Totalement. Et c'est pareil pour les personnes âgées. Eh ben, je pense que on a à apprendre de tout le monde. C'est ça. Donc on va rester sur cette phrase. Tout va s'arranger. Ouais, Tout s'arrange toujours. toujours. Ok. Mm. Moi ça me va. Ben merci beaucoup. Merci Alex. beaucoup, Lisa. Merci à vous d'avoir écouté un épisode de À nos 30 ans, le podcast qui témoigne d'un âge de l'entre-deux assumé et raconté par les trentenaires eux-mêmes. À bientôt.